Bonjour tout le monde, on est aussi au 8e épisode du podcast du RB. Je suis ici avec Dr. Marie Brossard-Racine qui va se présenter après. Oui, bon, je suis Marie Brossard-Racine, je suis professeure agréée à l'Université McGill. Mon affiliation principale est avec l'école de physiothérapie et d'ergothérapie de l'Université McGill, mais je suis aussi affiliée avec le département de neuro, puis le département de pédiatrie, la division de néonatologie, et c'est principalement avec cette division que je fais présentement mes recherches à l'Hôpital de Montréal pour enfants. Est-ce que ça fait longtemps qu'on vous a dit d'aller de l'étoile montante du RBIC? Si ça fait longtemps, ouais. Ça fait quelques semaines. Je pense okay. Est-ce que c'est un truc comme... C'est quoi le sentiment un peu... parce que je suis quand même... Le réseau de bioimagerie du Québec est quand même grand. Donc, tu sais, la journée de recherche, c'est quand même un événement avec 200, 250 personnes. Est-ce que c'est un truc que vous avez senti comment qu'on vous l'a annoncé? Bien, c'est sûr que c'était... j'ai été très flattée, surtout de savoir que c'est mes pères qui m'ont nominée. Ouais. Ça, c'était très flatteur. C'est aussi important pour moi parce que probablement que c'était une des dernières années où je pouvais le considérer une étoile montante. Fait que je m'en vais du côté que je ne serai pas très montante très longtemps. OK. Fait que je pense que ça, c'était important pour moi. C'est sûr qu'en tant que chercheur clinicien, qui fait de la neuroimagerie, et justement qui regarde tous ces chercheurs importants qui font de la science très hardcore au niveau du développement des méthodologies, puis que c'est pas nécessairement ça qu'on fait, c'est plus de l'application. C'est sûr que c'est très, très flatteur, puis rewarding. Oui. Gratifiant, voilà. Je vais essayer, moi aussi, d'éviter les anglicismes, mais en tant que Montréalaise, c'est très difficile des fois, là. Je voulais savoir, dans votre carrière, à quel moment vous avez su que vous vouliez être un chercheur indépendant, ou est-ce qu'il y a des moments informatifs qui vous ont donné envie, justement, d'avoir votre propre laboratoire? Bien, mon intérêt pour la recherche est venu vraiment de façon progressive. Puis je me rappelle pas d'un moment précis, en tout cas tôt dans ma carrière professionnelle, que je convoitais vraiment la profession de chercheur indépendant. Moi, je me suis formée au baccalauréat pour devenir clinicienne, ergothérapeute de formation. J'ai pratiqué en pédiatrie pendant presque 2 ans, je pense, avant de retourner à la maîtrise de recherche pour justement vraiment pour en savoir plus, je dirais, sur la recherche. Pour moi, c'était clair en tant que clinicienne que simplement faire, pas simplement parce que c'est pas simple, mais de faire uniquement de la clinique ne serait pas suffisant pour moi. Pas juste selon mes intérêts, mais vraiment parce que faire la clinique, ça demande aussi être en interaction être en relation d'aide avec beaucoup de clients à chaque jour. Puis ayant la personnalité que j'ai, ça me demandait vraiment beaucoup d'énergie. Je pense que je me suis découvert être une introvert déguisée en extrovert, puis je finissais mes journées de clinique complètement épuisée, puis de faire ça 5 jours semaine. Surtout en pédiatrie, je me voyais pas faire ça à long terme, dans le sens le reste de ma vie, puis d'avoir ma propre famille ou de continuer cette année-là. Donc, j'hésitais entre soit m'en aller en administration ou m'en aller en recherche. C'est très différent quand même. Oui, mais pour moi, mon métier clinique était très important, puis je cherchais une façon complémentaire de continuer de faire de la clinique, mais tout en diminuant un peu tout en variant les tâches, en fait. C'était surtout ça. Mais j'imagine quand même que ces années que vous avez passées à travailler ont quand même informé un peu, parce que je remarque beaucoup les gens qui ont ce mix justement de travailler en clinique, mais aussi faire de la recherche, ça aide beaucoup à informer les besoins de la recherche aussi. Absolument. Donc j'assume que ça a quand même beaucoup aidé d'avoir cette expérience puis d'être sur le terrain. Absolument, puis j'ai été vraiment très chanceuse de trouver une superviseure en fait qui m'a supportée à mon premier projet de recherche. Était vraiment une question qui venait de ma propre pratique, de ma clinique. Nous, on traitait en ergo, on voyait beaucoup d'enfants qui avaient des déficits d'attention, puis des difficultés d'écriture. Puis à ce moment-là, il y a presque déjà 20 ans, c'était vraiment une conception du milieu clinique médical que, une fois qu'on donnait de la médication aux enfants avec un TDAH, la majorité des autres problèmes associés, donc, dont les problèmes graphomoteurs ou les problèmes moteurs, allaient rentrer dans l'ordre de façon
automatique une fois que le problème attentionnel était résolu. Puis c'est vraiment pas ce que nous, on voyait en clinique, puis c'est aussi ce que mon projet de doctorat là, a démontré. Est-ce que vous avez fait votre maîtrise doctorat avec la même personne? Oui, j'ai fait un fast track. J'étais dans les premières cohortes à McGill à faire des fast tracks. C'est très nouveau, les fast tracks, quand même. Est-ce que c'est-tu un truc qui était assez organique ou c'est vraiment, OK, ça, il reste encore des questions à répondre, on va continuer sur ça ici? Non, c'était assez organique dans le sens que c'était tellement un gros projet que ça n'aurait pas été possible de répondre à toutes ces questions-là dans le cadre d'une maîtrise. Donc, c'était vraiment comme... Puis c'est un peu ce que je fais aussi avec mes étudiants de la maîtrise qui m'approchent déjà avec peut-être le potentiel de faire un fast-track. On s'entend sur un projet de maîtrise qui pourrait se terminer en maîtrise, mais aussi qui laisse la place à l'épandre si jamais... c'est des gens qui veulent continuer au doctorat. Puis l'école supérieure, c'était aussi à UDM ou vous avez fait ça... Non, c'est à McGill. J'ai fait mon bac à l'UDM, puis ma maîtrise doctorat à McGill. OK. Maintenant, si on revient dans le présent, vous faites quoi maintenant dans votre laboratoire? Bien, maintenant, donc la partie de ma formation qui manque, qu'on n'a pas parlé, c'est mon postdoc, qui était en imagerie, diagnostic et radiologie, que je suis allée faire à Washington, D.C., au Children's National Medical Center. Donc, dans mon laboratoire, donc là-bas, je suis vraiment allée chercher, c'est la première fois que je faisais de l'imagerie, c'est la première fois que je faisais de l'imagerie quantitative, en pédiatrie, néonatale, fétale. Donc, maintenant, à McGill, avec mon propre laboratoire, j'essaie un peu de combiner mes différentes expertises, dont mon expérience clinique de plus de 10 ans comme ergothérapeute pédiatrique, mon doctorat en neuroréadaptation, puis mon postdoc en imagerie médicale. J'étais curieuse de savoir, vous utilisez l'imagerie avec les enfants, c'est ça? Oui. Donc, vous faites quelle sorte de scan? Bien, on fait des scans, tu veux dire structurels ou fonctionnels? Ou qu'est-ce que c'est quoi dans le fond, est-ce que c'est des IRM? Est-ce que c'est des TEP? Est-ce que c'est du EEG? Non, nous, on fait que de l'IRM. Donc, on fait, justement, vu que c'est des IRM de recherche, on ne peut pas utiliser de la sédation, on ne met pas de contraste. Même si c'est des populations cliniques, comme les contrastes ne sont pas cliniquement indiqués cliniquement, on ne sait pas ce qu'on fait dans notre laboratoire. Donc, on fait de l'imagerie surtout structurelle, un peu d'imagerie fonctionnelle, mais que de l'IRM, oui. Side note, est-ce que c'est complexe d'avoir un enfant dans un IRM? Parce que moi, je me rappelle, j'avais fait un IRM de 1h30, puis à la fin, j'étais comme, oh mon Dieu! C'est très complexe. J'imagine. Ça doit quand même être un peu... je dirais peut-être pas anxieux nécessairement, mais quand même, ça doit être difficile pour un enfant de rester couché sans bouger dans une machine assez impressionnante comme un IRM. C'est très complexe, puis c'est aussi très différent selon l'âge développemental de l'enfant. Un bébé ou un enfant en bas de 2 ans ne peut pas suivre des indications. Donc, on a beau lui dire « bouge pas, reste tranquille », je veux dire, ça comprend pas, ça écoute pas. Donc, nos IRM de bébé, 0-2 ans, on les fait pendant le sommeil naturel de l'enfant. Donc, on fait des IRM le soir, la nuit. On essaie de reproduire la routine du dodo des bébés. Puis, pendant le sommeil, on fait les images. Là, on rentre dans d'autres complexités parce que là, il y a du bruit, il y a certaines séquences qui sont plus fortes, qui vont réveiller les enfants. Ça, c'est d'autres problèmes là, qu'on aborde. Par exemple, des enfants plus d'âge scolaire, bien là, effectivement, il y a tout un processus de familiarisation puis d'augmenter le niveau de confort de l'enfant. Pendant l'IRM, est-ce qu'on peut regarder des films ou est-ce que certains enfants vont avoir besoin qu'on leur parle entre chaque séquence? Fait qu'il y a comme vraiment tout un art que mon équipe, je travaille fort à développer là, avec les différents groupes d'âge. C'est quoi la préparation avec un enfant, disons, qui a déjà la capacité de comprendre qu'il ne faut pas que tu bouges, c'est une grosse machine et tout. Donc, est-ce que vous lui parlez avant, mais aussi pendant? Donc, c'est quoi un peu la préparation pour faire un IRM avec un enfant? On s'adapte vraiment à chaque enfant. Puis c'est un peu ça l'art d'en faire beaucoup puis de connaître les enfants. Oui, il y a un travail préparatoire. Il y a certains enfants qui aiment ça voir un film de l'endroit où est-ce que c'est, par exemple, pour se familiariser, d'entendre des bruits. D'autres enfants qui vont vouloir aimer davantage se pratiquer, se familiariser avec l'environnement dans un mock scanner. Je savais même pas que ça existait un mock scanner. Oui, il y en a un ici au Douglas. Même. Il y en a un au Children, il y en a un au Douglas.
Puis, donc, c'est ça, fait que ça permet, donc, c'est pas dans une salle d'IRM, mais ça permet à l'enfant de se faire bouger dans un tunnel. On peut y faire écouter des enregistrements de bruit. D'autres enfants, simplement de voir la machine quand on arrive avec la rencontre, de savoir que leurs parents vont être dans la pièce, que nous, on leur parle pendant entre chaque séquence, c'est suffisant. Fait que il faut vraiment s'adapter aux besoins de l'enfant. C'est vraiment intéressant. Je sais pas pourquoi moi, je travaille sur le vieillissement, mais dans ma tête, ça m'était même pas... Je me non, on fait pas ça avec les enfants, là. Ça m'a passé par la tête qu'on faisait des RM avec les enfants. Bien, il y en a pas beaucoup, effectivement. Puis on est vraiment très peu de laboratoires dans le Canada qui acquièrent ces images-là chez les enfants, puis surtout chez les populations cliniques. Je veux dire, il y a eu des grosses bases de données pédiatriques dans les enfants normaux, mais on est vraiment très, très peu à l'appliquer aussi dans les populations cliniques. Donc, c'est quelle population que vous regardez spécifiquement dans votre laboratoire? Donc, on rentre un peu dans, justement, qu'est-ce que vous faites dans votre laboratoire en ce moment? Oui. Bien, en fait, l'objectif principal, je pense, de mon programme de recherche, c'est vraiment de servir puis d'améliorer la vie de tous les enfants qui ont des difficultés fonctionnelles. Fait que ça vient un peu de ma pratique clinique, justement, qui se veut de se détacher de l'approche qui est basée sur le diagnostic pour avoir certains services, puis plutôt d'adresser la fonction. Donc, si un enfant a des difficultés attentionnelles, mais qui ne sont pas assez sévères pour être, mettons, être diagnostiqué TDAH, mais qui ont quand même des conséquences dans la vie de tous les jours, au niveau de la socialisation, au niveau des apprentissages scolaires, cet enfant-là a quand même besoin de services. Malheureusement, notre système de santé, de la façon comme il est fait, s'il n'y a pas de diagnostic, il n'y a pas de service. Des fois, il y en a, puis il n'y en a pas. C'est complexe, des fois. Non, absolument, absolument. C'est vraiment une réalité avec laquelle on vit, c'est que les ressources limitées de nos services publics ne peuvent pas donner des services à tout le monde. Donc, c'est souvent ceux qui sont les plus sévèrement atteints qui vont recevoir les services, mais n'en est pas moins que les enfants qui ont d'autres difficultés fonctionnelles ont quand même besoin de support. Donc, ce que je fais, c'est que moi, je suis affiliée avec la division de néonatologie de l'hôpital de Montréal pour enfants, du département de pédiatrie de l'Université McGill. Puis, en fait, c'est que j'ai plusieurs projets de recherche chez les 3 populations principales qui sortent de nos NICU, c'est-à-dire les enfants prématurés, les enfants qui ont manqué d'oxygène à la naissance, des enfants qui ont une opération à cœur ouvert pour réparer une cardiopathie congénitale, parce que ces 3 enfants-là, même s'ils ont des diagnostics très différents, puis que même les pathologies qui auraient pu, ou les facteurs de risque qui auraient pu affecter le neurodéveloppement de ces enfants-là sont dus à des causes très différentes. N'en est pas moins que ces enfants-là ont quand même des profils neurodéveloppementaux assez similaires. On va trouver à peu près un même pourcentage de troubles d'apprentissage chez les cardiopathies congénitales et les enfants prématurés, par exemple. Par contre, les enfants prématurés reçoivent beaucoup plus de services en neurodéveloppement que les cardiopathies congénitales. Donc, pour revenir à ce que je fais, donc en fait, moi, je cible ces populations-là. Je regarde surtout les enfants qu'on pense qu'ils vont bien aller ou qu'il n'y a aucun facteur de risque majeur qui a été identifié dans la période néonatale. Donc, ils n'ont pas de lésions au cerveau très sévères. À 2 ans, il n'y a pas de paralysie cérébrale qui a été identifiée, par exemple. Puis ça, c'est des enfants qu'on va retourner dans la communauté le plus rapidement pour recevoir des services de suivi avec leur pédiatre. Puis ces enfants-là que je suis, qu'on évalue avec l'IRM, avec des évaluations cliniques ou des évaluations aussi de performance à différents moments durant la vie, donc durant la petite enfance, l'âge scolaire, l'adolescence. Donc c'est assez longitudinal alors comme but que vous avez dans votre laboratoire. C'est pas trop juste un moment, c'est vraiment à travers différentes étapes de leur vie, c'est ça? Oui, parce que à différentes étapes de développement, il y a différentes fonctions qui se développent. On ne peut pas anticiper à 4 ans les fonctions, les problèmes de fonction exécutive qui se développent juste à 9 ans ou à 10 ans, par exemple. Fait que oui, donc j'évalue ces populations-là à différents moments charnières du développement pour essayer justement de faire pour essayer en fait de trouver des relations entre les structures du cerveau et la fonction sur nos tests psychométriques de ces enfants-là pour essayer de trouver justement des orientations pour
investiguer de plus en plus tôt. Donc, Okay. par exemple, les associations que j'ai pu voir, par exemple, on a trouvé des associations entre le volume d'une région de l'hippocampe et la mémoire de travail chez des adolescents avec une cardiopathie congénitale. Mais là, en fait, on va aller la retester chez des enfants plus jeunes pour voir si justement ça peut pas nous servir comme biomarqueur pour quel enfant devrait recevoir des services de support rapidement, même s'il n'y a pas eu tous les plus gros facteurs de risque dans la petite enfance. Donc ici, je vois qu'il y a vraiment un aspect de neuroimagerie. Avez-vous un aspect aussi qui offre des services aux gens ou c'est vraiment plus vous recrutez des personnes puis après ça, est-ce que vous les référez à quelqu'un ou c'est vraiment après ça, eux, ils vont aller avec leur propre professionnel de la santé? Bien, c'est sûr que, je veux dire, éthiquement, ces familles-là viennent donner de leur temps, puis ces enfants-là aussi viennent participer là, à nos études. Donc, d'un point de vue éthique, c'est sûr que quand il y a des anomalies sur nos tests cliniques ou au niveau de l'imagerie cérébrale, on va faire une référence aux professionnels appropriés. Nous, on reste un programme de recherche, donc on n'offre pas de service. C'est sûr que dans mes prochains grants, on essaie de faire des études d'intervention. C'est vers là qu'on veut s'en aller. Mais les premières années de mon lab, ça a vraiment été plus d'essayer justement d'identifier des biomarqueurs qui pourraient nous indiquer, qui pourraient aussi nous aider qui pourraient être des objectifs des targets pour une étude d'intervention comme marqueur d'efficacité de l'intervention. Ça serait vraiment formidable d'avoir ce genre de profil de comportement ou ce profil de risque ou de trucs comme ça. C'est vraiment, je pense que c'est le but de beaucoup de gens pour beaucoup de maladies. Si vous pouviez vraiment comme dire un truc dans votre labo qui vous rend vraiment comme excité ou genre vraiment et qui vous intéresse beaucoup, ça serait quoi en ce moment? Ou vraiment un truc où vous dites, oh mon Dieu, genre ça m'intéresse vraiment beaucoup. Ça pourrait être plusieurs choses, pas nécessairement une chose. Bien, c'est sûr que moi, à chaque fois que je parle de pouvoir faire une différence pour ces familles-là qui sont justement souvent mal supportées par notre service d'éducation puis notre service de santé actuel, ça m'excite à chaque fois. Ouais. En ce moment, on est en train de recruter activement pour un CIHR qu'on a eu l'année dernière. Puis je dirais vraiment à toutes les familles à qui je parle. 100% des familles à qui je parle pour le recrutement me disent que oui, leurs enfants ils ont des difficultés, non, ils ne sont pas suivis, ça n'a pas été anticipé. Puis c'est des familles qui se ramassent complètement seules à devoir comprendre qu'est-ce que leurs enfants ont besoin, souvent avec après plusieurs confrontations avec le milieu scolaire. Fait que vraiment l'anticipation que notre étude va vraiment avoir un impact pour qu'on reconnaisse l'importance des troubles qui continuent d'apparaître chez ces populations-là à risque, même s'ils ne sont pas suivis encore de façon systématique, pour que justement on mette en place un suivi systématique. C'est vraiment ça qui m'excite en ce moment. Vous avez mentionné que vous avez environ 10 ans d'expérience. Est-ce que ce problème avec justement le système d'éducation et de santé est nouveau ou c'est un truc que vous voyez depuis assez longtemps? 10 ans d'expérience. 10 ans d'expérience de quoi? Quand vous étiez ergothérapeute, donc vous êtes en contact avec les familles aussi, est-ce que c'est un problème qui est moderne ou c'est quand même un truc, ça fait un bout de temps que vous voyez, il y a ce problème-là justement dans le système pour que les familles soient prises en charge? Absolument, ça c'est quelque chose que je voyais dès ma pratique. Puis pendant ma pratique clinique, donc moi j'ai continué, j'ai pratiqué à temps plein plusieurs années. J'ai arrêté, je pense, deuxième année je tombais à temps partiel, je pense, ma deuxième année de doctorat quand j'ai finalement eu un FRSQ comme un FRQS. Un FRQS, pardon, maintenant c'est rendu FRQS. Quand j'ai finalement eu un FRQS là, au doctorat. Mais après ça, j'ai continué à temps partiel jusqu'à temps que je parte aux États-Unis pour mon postdoc. Puis non, c'est exact. Puis ça, je travaillais en privé. Puis ça, c'est exactement la population qu'on voyait parce que c'est la population qui ne recevait pas de service. Donc c'est un truc qui est assez, c'est assez ancien que le système... Qu'il y a des lacunes, oui. Sauf que moi, mon interprétation, ou moi, la tendance que je vois, puis j'ai pas de chiffres, c'est vraiment une impression personnelle, c'est qu'avec l'amélioration de nos soins cliniques, on fait survivre beaucoup plus d'enfants, je veux dire, il y a vraiment un plus gros bassin d'enfants qui survivent puis qui s'en sortent mieux avec les nouveaux traitements neuroprotecteurs. Donc, qu'il y a moins d'enfants qui développent la paralysie cérébrale, mais qu'en bout de ligne,
les soins autres que pour les soins les plus sévères, pour les enfants les plus sévères, ne sont pas mis de l'avant. Oui. Puis c'est cette population-là qui augmente. La population d'autistes, le nombre d'enfants de diagnostics d'autisme, tellement le nombre de TDAH augmente. Les autres troubles neurodéveloppementaux, ça s'en va en augmentant, puis les services augmentent. Fait qu'il y en a beaucoup plus. Ça devient un grand privilège d'être bien suivi. C'est beaucoup plus socio-économique comme problème, mais ça devient vraiment un grand privilège d'être suivi de façon continue et puis avec des professionnels justement qui sont experts dans ce sujet. C'est un... Absolument. Puis même là, maintenant, avec la pénurie de main-d'œuvre, ce n'est plus suffisant d'avoir de l'argent pour avoir du suivi. En plus, donc, on sait qu'il n'y a pas de solution. Espérons que vous allez trouver une meilleure façon de faire les choses. Ça m'amène justement, vu qu'on parle justement de ces problèmes-là qui étaient autant présents avant que maintenant, est-ce que vous pensez des fois à comment le futur, de quoi va avoir l'air le futur, disons, dans 20 ans, pour votre domaine, pour votre labo? Je pense, pour mon domaine at large, parce que je pense que je ne sais pas exactement où je me situe, vu que je me situe un peu à la croisée de plusieurs disciplines. Les dernières années, dans la recherche clinique, a vraiment démontré l'avantage de développer des projets de recherche avec des parents ou patients collaborateurs. Patient-oriented research. Je ne sais pas trop ça, ce serait quoi la traduction en français, mais c'est ce que j'ai commencé à faire ces dernières années. Puis, pourriez-vous parler un peu de cette approche? Je ne suis pas tant familière. Oui, ben en fait, c'est une approche de recherche qui est prônée de plus en plus pour que des participants avec la situation vécue de la maladie ou d'être un parent d'enfant avec une maladie X ou Y, là, qui est par exemple au centre du projet de recherche, soit inclus dans toutes les étapes du développement du projet de la recherche. Donc, pas nécessairement... ce qui a été fait depuis longtemps, c'est qu'on les impliquait souvent dans à l'étape de dissemination, de la divulgation des connaissances, du transfert de connaissances. On les impliquait souvent à la toute fin, une fois que les résultats étaient acquis. Mais maintenant, puis je suis sûre que vous faites ça aussi dans votre laboratoire, mais maintenant, c'est qu'on essaie d'avoir des participants avec l'expérience de la maladie impliqués plus tôt, puis pour même modeler la question de recherche pour que justement la question vienne répondre à des besoins qui ne sont pas juste sentis par le clinicien ou par le chercheur, mais qui répondent à un besoin qui est actuel. Oui, c'est une approche très riche pour développer des questions de recherche. Pour ça, je me demandais c'était quoi exactement que vous vouliez dire, parce que je me dis c'est assez... Puis de se sentir aussi écouté, justement, quand on les inclut à ce processus-là, parce que souvent, j'ai l'impression que le proche aidant, dans mon cas, c'est vieillissement, mais dans n'importe quelle maladie, ils sont souvent un peu mis de côté. Puis c'est des gens qui souffrent beaucoup en général, qui ont beaucoup de troubles d'humeur ou même de sommeil, puis de beaucoup de choses. Fait que c'est vraiment intéressant comme approche de les inclure à tous les stages. Oui, puis je pense que ce que ça va faire, c'est que justement, vu que nos ressources sont tellement limitées, que les questions de recherche vont vraiment être de plus en plus centrées sur les besoins actuels des usagers ou des clients ou des familles, des enfants. Puis ils vont répondre à un besoin, puis je pense que ça va prendre de plus en plus d'ampleur là, pour qu'on trouve des solutions, puis qui sont aussi un peu plus... qui sont peut-être un peu plus moins traditionnelles, je pense, pour qu'on ait un impact plus direct pour ces familles-là. Pour changer un peu de sujet, donc j'imagine que vous êtes des étudiants dans votre laboratoire maintenant. Avant de vous demander quel genre de mentor vous êtes, est-ce qu'il y a eu des mentors importants dans votre vie à travers votre carrière? Oui, bien j'en ai eu plusieurs. J'en ai eu plusieurs que je garde encore. Puis je pense que les mentors, c'est comme en amitié, il y a des phases parce qu'on est plus proche d'eux, qu'on s'éloigne un peu, puis qu'on se retrouve un peu plus tard. Puis c'est un peu ce qui est arrivé avec plusieurs d'entre eux au niveau clinique. Quand je suis sortie du bac en aérothérapie, j'ai eu une très, très bonne mentor, Natacha Rouleau, qui m'a pris vraiment sous son aile, puis qui m'a vraiment montré tout ce que je savais, tout ce que j'ai appris là, en ergothérapie, puis aussi qui a vraiment influencé là, mon choix de sujet de doctorat.
Puis ensuite de ça, quand je suis rentrée à la maîtrise et au doctorat, bien, ma superviseure, j'ai vraiment été très chanceuse d'avoir comme superviseure Annette Menemer, qui était une ergothérapeute bien établie avec les enfants qui ont des problèmes neurologiques. Puis, je veux dire, elle a été très patiente avec moi, la petite francophone qui n'avait jamais étudié en anglais, qui n'avait jamais rien écrit en anglais, qui a vraiment su croire en moi, même si mon dossier de bac n'était pas particulièrement stellar. Puis non, c'est devenu une personne qui a vraiment été importante pour moi. Puis avec les années, on en a d'autres. Moi, j'ai rencontré il y a quelques années des gens dans des conférences qui sont devenus des mentors très, très importants pour moi à d'autres niveaux. Puis quelque chose que je value, que je valorise, merci. On s'entraide, c'est pas grave. Quelque chose que je valorise particulièrement depuis mon entrée en tant que chercheur, depuis mes débuts en tant que chercheur indépendant, c'est le peer mentorship. Oui. Souvent d'avoir des collègues qui ont commencé seulement quelques années avant moi ou en même temps que moi, que dans des programmes similaires ou différents, l'échange avec mes collègues est vraiment très important. Ah ouais, moi, je pense qu'on peut pas compétitionner contre les collaborations. Perso, je pourrais jamais faire un projet aussi bon qu'un projet de 6 personnes ensemble, là, donc ça fait une grosse différence. Mais vous avez répondu un peu à ma question, donc vous avez toujours des mentors maintenant. Oui, absolument. Puis, comme je dis, ça va dépendre des années. Il y a des années que ça va être... Certains mentors vont être plus importants que d'autres, dépendamment d'où est-ce que je veux m'en aller dans ma carrière. Mais par exemple, l'année passée, j'étais en sabbatique. Je suis allée visiter justement l'une d'entre elles à Zurich, qui est une mentor qu'on se rencontre quelques fois par année sur Zoom, puis qui m'aide vraiment dans mes choix de carrière ou qui est simplement une bonne oreille quand j'en ai besoin. J'oublie des fois que même une fois que vous êtes chercheur, vous avez quand même besoin des fois d'un conseil. Parce que, tu sais, nous, en tant qu'étudiants, on vous voit comme des super-héros, là. Donc, faut pas. Mais c'est le fun surtout avec ces podcasts-ci, puis avec ma propre superviseure, je me rends compte qu'en vrai, vous êtes très humain. Mais c'est important de se rappeler de ça de temps en temps, que les gens, tu sais, eux aussi ont des questions, des doutes et tout, puis ça rend non seulement le poste plus accessible à nos yeux, mais aussi... Ça rapproche l'étudiant puis le superviseur l'un à l'autre. Mais une question que j'aime beaucoup, c'est quel genre de mentor est-ce que vous diriez que vous êtes? C'est un peu il y a beaucoup de gens qui posent des questions complexes parce qu'il faut comme refléter sur soi-même, mais c'est assez intéressant. Je pense que ma question va aller un peu dans le même sens que ce que j'ai dit à propos de quels mentors sont importants dans nos vies, à quel moment où on est, du moment où on est dans notre vie. Je pense que mon style de mentorship est très différent. Premièrement, ça dépend aussi beaucoup de l'étudiant. Oui, c'est 100%. Fait que je veux dire, il y a des étudiants qui ont des besoins différents, qui ont des gens qui recherchent justement des étudiants que je peux savoir maintenant avec des années où justement, en regardant en rétrospective, qui avaient besoin d'un certain type de mentorat plus directif ou plus collégial. Ou, je veux dire, fait que je pense que ça va vraiment dépendre. Je pense que l'autre aspect, c'est ça, c'est que je pense que ça va vraiment dépendre des étapes importantes qui sont arrivées dans ma vie à ce moment-là. Je pense que le reste, il faudrait plus demander à mes étudiants. Ouais. Je pense que la perception que j'ai de moi n'est pas nécessairement la même qu'eux doivent avoir. C'est dur justement de refléter sur soi-même. Puis en plus, vous avez raison, avant... ça vient de l'âge aussi, là. On pense, c'est nous qui s'adaptent aux superviseurs. Mais pour vrai, c'est vraiment un truc qui va à deux... Mais moi, en fait, parce que je pense que avec des étudiants, j'aime vraiment garder en tête que... Ou en tout cas, j'espère que j'aide mes étudiants à garder en tête l'objectif à long terme de ce processus-là. Fait que certains, comme je dis, après ça, on s'adapte. Pour certains, ont besoin qu'on soit là à chaque étape puis qu'on dissèque chaque étape du processus. Mais j'essaie de les ramener toujours au big picture. T'sais, je veux dire, si c'est faire une maîtrise pour s'en aller en industrie, parfait, on va focusser sur cet objectif-là. Si c'est... avoir une carrière plus académique, bien parfait, je suis là pour leur montrer où est-ce que je pense que, par exemple, il faut qu'ils mettent de l'investissement dans leur CV pour remplir leur CV, pour remplir leurs objectifs, des choses comme ça. Fait que j'espère rester assez proche de cet objectif-là, de pas nécessairement toujours avoir le projet en tête, mais vraiment avoir la perspective de carrière de l'étudiant en tête. Ça amène à la prochaine question de, est-ce que, vu que vous parlez d'étudiants, puis justement de leur but, puis avoir
un scope qui est plus grand que juste les médias. Est-ce que vous avez justement un conseil pour les jeunes scientifiques qui aimeraient être justement dans le domaine académique? Dans le domaine académique? Ou professeur, disons, plus justement, chercheur indépendant, professeur. C'est plus dans le domaine académique industriel. Oui. Mais je pense que c'est important de rester ouvert aux opportunités parce que vraiment, moi, si je regarde mon parcours, comme je disais, c'était pas, je savais pas que c'est ce que je voulais faire dès le début. Fait que je pense qu'il faut rester ouvert. Puis des fois, c'est pas nécessairement les chemins qui semblaient les plus évidents qui m'ont amené vers cette carrière-là. Je pense que c'est important que la personne reste ouverte aux expériences. Puis l'important, c'est de dire oui au plus d'opportunités possibles, je pense, pour pas juste une question de CV puis d'être compétitif sur des studentships, mais c'est parce que je crois sincèrement que les meilleurs chercheurs ou ceux qui vont se démarquer, c'est ceux qui vont mélanger différentes expertises puis différents points de vue. C'est sûr que si on a plus d'outils dans notre boîte à outils, ça aide. Mm-hmm. Ma question préférée de toutes les questions, c'est comment est-ce que vous approchez l'échec en sciences? Parce que c'est un truc qu'on vit tout le temps. Donc, puis tu sais, des fois, c'est vu de façon très, très négative, mais c'est juste ça fait partie de la vie, donc en sciences. Donc, comment est-ce que vous approchez l'échec en sciences? Puis l'échec, ça peut être un papier refusé, ça peut être des bourses refusées, donc plein de choses qui peuvent rentrer là-dedans. Je pense que ça, c'est lié à ma personnalité en général. Je suis une personne d'action, donc je reste pas longtemps dans la contemplation de l'échec. Je veux dire, oui, ça fait de la peine, puis oui, après ça, il y a des grosses émotions qui sont reliées à ça, mais rapidement, je suis un problem solver. Oui. Fait que je vais trouver une façon d'adresser le problème. Puis des fois, d'adresser le problème, ça va être, ce papier-là, il sera jamais publié parce qu'il est pas assez bon. Puis après ça, après ça, on change de focus, puis on s'en va sur autre chose. Ou peut-être, ça sera pas ça sert à rien de continuer de transformer ce grant-là, puis c'est de le laisser aller pour maintenant. Oui. Puis de garder toujours une petite porte ouverte, mais de passer à d'autres choses. C'est comme ça que... C'est quand même sain. Ça, par exemple, c'est un truc des fois, c'est dur. Des fois, on est comme, non, mais j'ai travaillé fort, puis je veux pas le laisser aller, puis mais ça peut être complexe. Ça n'enlève rien à l'émotion, comme je dis. Après ça, il faut faire le processus de deuil, là, peu importe c'est quoi l'échec, mais... Oui. Mais oui, après ça... Pour nos écouteurs, moi, j'ai mon classique marche de 3 heures. Donc, quand j'ai pas un truc que je voulais vraiment, je suis comme, OK, on va marcher de la station Montréal à Angrignon. Oui, le sport. Comme... Ah non, mais le sport, peu importe, n'importe quoi quelque chose qui donne de l'endorphine. Oui. OK, une autre question assez intéressante. Comment est-ce que vous arrivez à balancer votre travail et votre vie personnelle? C'est la question 1000 $. Comment? C'est très difficile. C'est très difficile, surtout... moi, j'ai commencé ma famille en commençant mon laboratoire de recherche, qui avec 2 ans plus tard, 3 ans plus tard, on est en plein milieu d'une pandémie, avec des jeunes enfants à la maison. Fait que c'est difficile. C'est pas... Je pense pas qu'il y a de recettes comme ça que je peux donner. Après ça, je pense que le succès, c'est dans... Que mon succès, pour me sentir bien, c'est justement d'évaluer mes priorités, de déterminer mes priorités. Que ce soit, des fois, ça va être le travail parce qu'il y a des deadlines importants, puis des fois, c'est ma famille qui a le plus besoin de moi, puis c'est d'être en paix avec les choix que je fais par rapport à ces priorités-là. C'est vraiment une bonne réponse. Surtout la partie d'être en paix avec ces choix-là. J'ai l'impression qu'il n'y a pas une personne qui va trop rester coincée, genre, OK, je pense trop à ça. Mais tant mieux. Ça a-tu changé quand même à travers votre carrière ou c'est un truc que dès le début, vous aviez su, OK, moi, Non, pas du tout. Comme je dis, les enfants ont complètement tout changé. Mm-hmm. Puis surtout, avoir un 2e enfant en plein milieu d'une pandémie avec 0 support de partout, ça a vraiment remis aussi les perspectives. Ça a vraiment changé les perspectives. Je pense que la pandémie a été très complexe pour beaucoup de parents, malheureusement. Mais je pense pour tout le monde. Même, je pense que je le vois aussi dans mes étudiants. Je veux dire, je pense que tout le monde a eu un jour ou l'autre à se poser des questions puis à redéfinir ses priorités puis son système de valeurs, de priorité, son système de priorité ou son système de valeurs. Une autre question que j'aime beaucoup, mais qui est un peu cliché. Si vous pouvez dire quelque chose à une version plus jeune de vous, qu'est-ce que ça serait? Très cliché, mais beaucoup de valeur dans cette question. Je pense que ça aurait été de me faire plus confiance.
Je pense que c'est ça, c'est le fait de faire toujours un peu des projets de recherche qui étaient, quand j'étais, je veux dire, comme par exemple de passer de réadaptation à imagerie au postdoctorat, puis de ne pas connaître toute la physique qu'il y allait derrière l'IRM, et de faire ce tremplin-là, ou d'être une ergothérapeute dans un domaine où c'est principalement des médecins ou des neurologues qui sont dans les conférences et tout ça. Je pense que ça joue encore beaucoup sur ma confiance en moi. Ça me rappelle le syndrome de l'imposteur, là, des fois. Absolument. Fait que dans le fond, c'est ça. Je pense qu'on est plusieurs à l'avoir, ce syndrome-là. Fait que je pense que c'est n'importe quoi qui peut aider qui que ce soit. En fait, n'importe quoi qui m'aurait aidé à me débarrasser de ce syndrome-là le plus rapidement possible, je pense. Je le souhaite à beaucoup de gens, justement, de ne pas se sentir de même. Est-ce qu'avant notre round de questions rapides, est-ce qu'il y a un truc que vous vouliez rajouter que j'ai pas touché? Je ne pense pas. Pas comme ça brûle pour point. Super. OK. Donc, quick round, on a presque terminé. Qu'est-ce que vous préférez entre des données entre open et acquired, je sais pas comment dire en français, des données genre des databases ouvertes ou plus garder des databases fermées? De bases de données ouvertes, mais avec une plus grande reconnaissance des gens qui font le hard work d'acquérir ces données. Vous parlez des employés ou des laboratoires? Des laboratoires, des chercheurs. Je veux dire, je pense que, je veux dire, comme par exemple, on parlait de données pédiatriques, tu sais, je veux dire, pour qu'on ait 50 IRM pour pouvoir publier un papier, je veux dire, il y a énormément d'heures derrière ça, puis c'est l'objectif de les mettre open, mais je trouve que des fois, il manque un peu de support ou que l'idée initiale du travail des premiers laboratoires ne perdure pas nécessairement avec les... Je sais aussi qu'il y a beaucoup de... Sans nommer de nom, mais il y a beaucoup de bourses, des gens qui donnent des bourses qui ne comprennent pas le travail qui va dans avoir des données justement ouvertes. Donc, ils pensent, par exemple, que vous pouvez faire ça en une soirée. Ce que je trouve assez... un peu plate, là, parce que c'est quand même un truc qui prend beaucoup de temps pour protéger justement la personne à qui ces données appartiennent, puis tout ça. Donc, je trouve qu'il y a beaucoup de... Oui, puis le storage, la maintenance de ces bases de données-là, ça coûte beaucoup de sous aussi. Ouais. Souvent, c'est publicly available, ou en tout cas, ça se veut gratuit. Ouais. Puis c'est pas nécessairement planifié dans nos grants, puis dans les grants, parce que bon, ils ont une durée de vie assez limitée. Mais au-delà de ça, c'est des fois, ce que je trouve difficile, c'est que 2 grants vont être évalués sur une même base quand l'un va inclure l'acquisition de données parce qu'ils ne sont pas publicly available, tandis que l'autre l'est pas. Puis il n'y a pas une énorme... Des fois, il n'y a pas souvent une si grande différence de fonds entre les deux. Puis ça coûte vraiment cher d'acquérir des données. Fait que je pense qu'il y a comme une grande reconnaissance. Dès qu'on fait un scan, il y a toute une équipe qui doit être inclue là-dedans, donc c'est assez complexe. Est-ce que vous avez pas répondu à ça? Êtes-vous plus extraverti ou introverti? Je pense que je suis une fausse extravertie. Je pense qu'une façon de vaincre mon côté introvert, c'est vraiment d'être assez bubbly, puis après, d'être un peu outgoing, mais je sais que chaque interaction sociale m'épuise. Donc c'est pour ça que je me suis tellement trouvée, moi, là, d'être une journée d'écriture, là, d'écrire un grant, tout ça devant mon ordinateur, là, c'est vraiment ressourçant pour moi. Oui. Ah, c'est le fun. Je trouve ça vraiment drôle. Ça change beaucoup de personne en personne. Aimez-vous plus l'été ou l'hiver? L'été en ce moment, avec la journée qu'on a eue. Au cas où les gens qui le savent pas, qui écoutent, il faisait hyper beau. Puis hier, on a eu 19 cm de neige. Donc... Un 4 avril. Oui, exactement. Ça, c'est très important à préciser, un 4 avril. Est-ce que vous préférez la musique rock ou de la musique plus classique? J'écoute les deux. Ça va dépendre si... pour travailler, j'écoute plus du classique, mais sinon, dans ma vie de tous les jours, c'est plus du indie. Un truc qui bouge plus. Ouais. Café ou thé? Café. Comme tout le monde. J'aime beaucoup le thé aussi, mais café. Si je devais en garder un jusqu'à la fin de mes jours, ce serait le café. Même moi, sans un café, je peux pas parler. Malheureusement, c'est très complexe. Ça, c'est une question controversée pour moi, là.
les bagels de Montréal ou la poutine? Ah, bagel. Comment? Ça fait aucun sens pour moi. Que quelqu'un préfère un bagel, mais vous n'êtes pas la seule. Il y a tellement de gens qui préfèrent le bagel de Montréal. Non, mais une poutine, je veux dire, je suis plus capable de manger ça. Je pense c'est qu'après, hyper mauvais, mais c'est non. pas grave. Après un certain âge, je pense que je fais juste comme... J'ai l'impression que mon espérance de vie diminue là, après avoir mangé une poutine. Ok. C'est très probable. Avec tout ce qu'il y a dans la poutine, c'est très tough. Est-ce que vous voudriez peut-être donner un shout-out si vous avez un Twitter ou un site web ou quelque chose que vous voulez que les gens aillent visiter? Ben oui, on a un site web qu'on garde updaté le plus possible, abcdresearchlab.com. Que je vais mettre un link à la fin du blog post. Ok, super. Merci beaucoup pour cette entrevue. Merci à toi. Et on se voit au Cuban Research Day. Oui, j'ai hâte.